Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour le premier point lecture du mois de juillet. Et en fait je vous tourne le début de cette vidéo pour la deuxième fois puisque ma caméra a eu la très gentille intention de se couper lors de la première prise de vue pour le premier livre que je vous présentais. J'avais pas du tout fait attention et donc elle devait bien se foutre de ma gueule pendant que je parlais comme une abrutie dans le vide pour vous présenter Zombie Island. Et au montage, je me suis aperçue que quick, au bout de 3 secondes, elle avait coupé et que donc j'avais absolument rien du premier livre. Voilà, c'était génial. Donc je recommence aujourd'hui. Il fait super chaud, donc je suis désolée si j'ai un peu une tête de déterré, si voilà. Je vais donc vous parler du livre que la caméra n'a pas voulu filmer la dernière fois, donc je te préviens, petite caméra, si tu te coupes en cours de route, ça va pas bien se passer, parce que là je te surveille, je regarde que le petit record soit bien allumé. Donc voilà, donc en fait la dernière fois, le premier livre que je voulais... Vous voyez, je suis fatiguée. Le premier livre que je voulais vous présenter, c'était donc Zombie Story, le premier tome Zombie Island par David Wellington chez Milady. Milady, je sais pas quoi. Milady tout court, c'est bien. Hein, ouais, Milady tout court, ce sera très bien. Donc, David Wellington, moi j'avais déjà découvert cet auteur-là en lisant le premier tome de la série Vampire Story. Et donc j'aime bien, c'est un auteur qui s'embarrasse pas des sentiments, qui voilà, il va vraiment à fond dans ce qu'il vous raconte et il va aussi à fond dans ses délires. Il a une imagination débordante qui parfois est peut-être un chouïa trop débordante et notamment dans Zombie Island, il y a un moment j'ai eu peur, je crois que je suis maudite. Hein. Donc je vous disais, excusez-moi, je vous disais donc que dans ce premier tome là, il y a eu un moment au début où j'ai eu peur que le délire aille vraiment trop loin. Et heureusement l'auteur a su arrêter son imagination à temps, il a su la brider à temps. Donc pendant un petit moment j'ai eu une petite baisse d'intérêt parce que je me suis dit ah, il part dans quel délire. Et en fait il a su s'arrêter à temps, ce qui fait que j'ai vraiment repris mon intérêt pour cette lecture. Donc je vais quand même vous donner en 2-3 mots l'histoire. Donc le monde a été envahi par les zombies, jusque là pas de gros spoil. Et donc il reste que quelques enclaves sur Terre ou qui n'ont pas été envahies en fait par les zombies. Et l'une de ces enclaves se trouve en Somalie et est dirigée par une chef de guerre qui s'appelle Mama Halima je crois. Et dont ces soldats sont beaucoup, enfin sont que des filles d'ailleurs, et sont des ados. Voilà, on peut dire que ce sont des féministes en puissance. Se sont retrouvés là-bas Decalb et sa petite fille de 7 ans, Sarah, parce que Decalb travaille pour les Nations Unies, qu'il était en mission au Kenya et qu'il a réussi à aller se réfugier en Somalie chez Mama Halima. On peut pas dire qu'elle a une grande opinion de lui, vu que c'est un homme, mais elle a besoin de lui parce qu'il bosse aux Nations Unies, qu'il connaît très bien New York, qu'il connaît le bâtiment et qu'il a donc des informations qui l'intéressent. Donc je vous explique en fait le speech, c'est le speech de départ, donc en fait c'est pas du tout l'histoire, hein, donc encore une fois ça va rien vous spoiler. Mama Halima va envoyer Decalb et quelques ados à l'abattoir dans la ville de New York pour retrouver des antirétroviraux. En gros, elle veut un traitement contre le sida. Et ouais, on sait pas si c'est pour elle ou pas. Et donc elle va envoyer, je crois ils sont une petite dizaine, un truc comme ça, une petite dizaine de personnes affronter des milliers, voire des millions de zombies pour trouver ce traitement-là. Je vous avoue que moi ça n'a pas du tout pris sur moi l'excuse de base, enfin voilà, même si Decalb c'est un homme et qu'elle peut pas le blairer, elle est quand même attachée à ses filles et envoyer ses soldats comme ça à la mort, ouais, bon, ça n'a pas trop pris, mais bon, on s'en fiche en fait, parce que finalement ça va être un petit peu l'excuse donc pour envoyer ce groupe de soldats adolescents et Decalb dans la ville de New York afin de retrouver les médicaments. Mais vous vous doutez bien que tous les hôpitaux sur place ont déjà été quand même payés par les survivants, parce qu'il y en a eu quelques-uns, et qu'en plus traverser la ville en évitant des millions de zombies, ça présente quand même quelques complications.
Donc ça va pas être si facile que ça. Et le dernier recours de DeKalb et des filles, ce sera le bâtiment même des Nations Unies, puisque ce bâtiment a une section de médecine, en fait une section hôpital, qui regorge de traitements. Et là il sait que théoriquement il devrait pouvoir trouver les médicaments en question. Évidemment, s'il y avait que ça, il n'y aurait pas de livre, donc il y a bien d'autres choses qui vont se passer, mais ça je vous laisse le découvrir, notamment des millions et des millions de cadavres en putréfaction qui vont se balader dans les rues et essayer de les bouffer. Ils vont se rendre compte qu'il y a aussi des survivants dans cette ville, et donc DeKalb, qui est quand même à la base un personnage qui est profondément bon, ne veut pas laisser ces gens à une mort certaine. Et vous avez aussi deux personnages assez particuliers qui sont Gary et Maël, dont je ne veux pas vous parler parce que je vous laisse les découvrir par vous-même. Gary, c'est un personnage qui est vraiment au top, qui est pour moi hyper original, et j'ai vraiment apprécié que l'auteur nous fasse rentrer Gary dans l'histoire. Il apporte vraiment un gros plus, et il faut savoir que dans l'histoire vous avez certains chapitres du point de vue de DeKalb et certains chapitres du point de vue de Gary. Ceux de Gary sont à la troisième personne et ceux de DeKalb à la première personne. Et après vous avez aussi le personnage de Maël, et c'est avec ce personnage là où pendant un moment j'ai eu peur qu'il aille vraiment trop loin dans son délire, et où il a su s'arrêter à temps. Sinon au niveau de l'écriture c'est hyper dynamique, il s'embarrasse pas de sentiments, il fait pas spécialement des personnages attachants, mais on sent que en fait c'est pas qu'il essaye et qu'il a pas réussi, non, c'est qu'il essaye même pas, c'est pas son credo. Lui il a des personnages, alors certes DeKalb il est attachant quand même en lui-même parce que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un qui pense à sa fille, tout ce que vous voulez, mais il travaille pas comme ça sur ses personnages, sur leur personnalité pour que vous y soyez hyper attachés, et pour que vous versiez des larmes sur eux, non pas du tout. Les héros là-dedans ce sont pas finalement les bons, ce sont plus les cadavres en décomposition, ce sont vraiment eux qui sont mis en avant. C'est un pur roman de zombies, et donc je pense que sincèrement si vous aimez ce type de livre où c'est zombie et pas genre Warm Bodies, je sais plus comment il s'appelle en français, ou d'autres styles où les zombies sont des créatures qui ont été un peu plus humanisées, etc. Mais que vous voulez vraiment le zombie bête et méchant, affamé, avide de chair humaine, en train de pourrir sur place, jetez-vous sur Zombie Island parce que je pense que très sincèrement il va vous plaire. Même si, encore une fois, il n'est pas exempt de défauts, il n'est pas parfait, loin s'en faut. Sinon donc c'est une trilogie. Ce que j'ai appris, en fait, la fin est géniale, il faut savoir que la fin est géniale, mais le livre se lit, il peut se lire comme un one shot, c'est-à-dire que vous pouvez vous arrêter au premier tome. Il n'y a aucun problème, vous avez toutes les révélations à votre histoire en fait. Vous avez ce que David Wellington a envie de vous fournir comme info. Après en fait je pensais quand même que le tome 2 et 3 seraient la suite parce que c'était possible. Enfin d'une certaine manière c'était possible, et en fait le tome 2 est une préquelle qui se passe je sais pas combien d'années avant avec des personnages totalement différents. Je pense que ça remonte plus aux origines de l'invasion des zombies, parce que dans le premier tome il s'y arrête pas trop, il en parle dans les grandes lignes mais pas plus que ça. Et le troisième tome, ça se passe, je crois, hein, quelque chose comme 16 ans après, et encore une fois, c'est des personnages complètement différents. Donc vous pouvez le prendre comme un one shot, vous pouvez lire la trilogie, mais il n'y a aucun souci, vous pouvez vous lancer dans le premier tome, vous perdrez pas grand chose. Si jamais vous accrochez pas trop, de toute manière vous aurez quand même le dénouement, vous perdez pas grand chose. Donc là je vais vous rattacher la suite de la vidéo qui a donc été tournée précédemment, et moi de mon côté je vous tourne le deuxième point lecture du mois de juillet, parce que pour l'instant je suis assez contente, je lis plutôt beaucoup et mon rythme est bon, donc ça fait plaisir de revenir sur un bon rythme après les 2-3 mois pourris que je viens de passer. Voilà, et ben bonne continuation pour cette vidéo. Donc j'ai ensuite enchaîné sur une lecture un peu mitigée, dans le sens où je m'attendais pas à lire ça. Il s'agit de Fracture de Megan Miranda aux éditions Pocket Jeunesse, donc PKJ. Fracture, c'est l'histoire de Delaney qui va se noyer dans un lac en plein hiver, et donc elle va mourir pendant 7 minutes et son meilleur ami Peter va réussir à la réanimer.
Donc toute la première partie du roman est centrée là-dessus, c'est hyper émouvant, et franchement j'en avais les larmes aux yeux tellement c'est bien raconté. Vous prenez le temps de faire connaissance avec Delaney, avec Peter, avec les parents de Delaney, avec ses amis, avec l'école, etc. Et j'ai vraiment bien aimé, sauf que après je m'attendais à autre chose, puisque Delaney va se rendre compte qu'elle est revenue parmi les vivants avec un, comment dire, un pouvoir entre guillemets, un don en tout cas. C'est qu'elle se rend compte quand les gens vont bientôt mourir. Voilà, elle a des sensations dans son corps qui fait que quand elle approche quelqu'un qui est près de la mort, elle s'en rend compte. Et donc le pitch me paraissait de ce point de vue-là vraiment intéressant parce que elle fait aussi la connaissance d'un autre garçon qui a les mêmes facultés qu'elle. Je vous spoil rien, c'est dans la 4e, mais elle va se rendre compte que le garçon en question n'a pas forcément des attentions aussi honorables qu'elle envers ces personnes qui vont bientôt mourir. Et donc en fait je m'attendais à quelque chose d'un peu plus thriller, hein, quelque chose, un peu une course contre la montre entre ces deux personnes qui sentent quand les gens vont mourir, et d'un côté Delaney qui va essayer de les sauver, et Troy de l'autre côté, donc Troy le garçon en question, qui va peut-être essayer de précipiter leur mort. Voilà, je m'attendais à ça, et c'est pas du tout ça. Troy est beaucoup plus nuancé que ce que la 4e de couverture peut le laisser penser. Il n'est pas aussi malsain ou méchant ou mauvais que ça. Et en fait, vous vous attendez plus sur le triangle amoureux, sur la relation entre Troy, Delaney et Peter, donc son ami d'enfance. Cette espèce de triangle amoureux, cette espèce de... la vie de Delaney qui a changé, qui au début forcément ne croit pas à son nom. Là de ce côté là c'est hyper réaliste, elle se réveille pas en disant ouais super j'ai des super pouvoirs, j'accepte tout. Non, au début elle se croit complètement tarée, elle croit qu'elle a un problème neurologique, elle pense que son cerveau va pas bien, qu'il y a eu un problème pendant les 7 minutes, qu'elle est pas revenue indemne entre guillemets. Donc tout ce côté là est vraiment super sympa, super réaliste. Et en fait il y a du coup quelques longueurs dans le livre parce que voilà, je pensais qu'il y aurait une deuxième partie un peu plus explosive et c'est pas le cas. Surtout quand on a la phrase d'accroche, beaucoup de choses peuvent se passer en 11 minutes. Ben voilà, je sais pas, je m'attendais à un truc un peu plus explosif. Après, j'ai lu un premier tome d'une trilogie qui a été un véritable coup de cœur. Il s'agit donc du tome 1 de Instinct par Vincent Villeminot aux éditions Nathan. Donc déjà, la super couverture, donc je sais pas si vous voyez, elle brille un petit peu, il y a du relief dessus. Ça. Et derrière. Bref, donc en fait c'est l'histoire de Tim qui, avec ses parents, va chercher son frère Ben à l'aéroport et au retour, ils ont un accident de voiture et Tim va être le seul survivant. Sauf que il a des souvenirs étranges, il a fait un rêve étrange où il a justement rêvé d'une bête sauvage, etc. Et donc en fait il est un peu perturbé, il est un peu paumé, il sait plus trop où il en est, de ce qu'il doit croire, etc. Et quand il se réveille à l'hôpital, en plus, il était quand même consommateur avec son frère de substances illicites, que ce soit marijuana, je crois qu'il prenait de l'exta, des choses comme ça. Parce qu'en fait, son frère et lui voulaient devenir archéologues et aventuriers, et ils avaient tendance à s'attaquer, entre guillemets, à des montagnes ou des randonnées extrêmement difficiles. Et ils n'hésitaient pas à avoir recours à ce genre de substances, soit pour se détendre et se reposer, soit au contraire pour garder la forme. Bon, faut bien trouver une excuse, bref. En tout cas, il y a le gars de la brigade des stupes, alors je sais plus comment ils appellent ça en Amérique, mais en gros c'est la brigade des stupes américaine qui vient le voir parce qu'il y a une nouvelle drogue sur le marché qui fait péter un plomb aux gens et qui leur fait commettre des crimes atroces. Et c'est pas qu'il l'accuse, mais il soupçonne très fortement Tim de s'être procuré de cette drogue et d'avoir peut-être provoqué non seulement l'accident mais aussi la mort de sa famille, et il veut donc le faire parler. Donc ça donne un petit peu le contexte de pourquoi Tim ne se sent plus très bien là où il est. Bon, déjà il vient de perdre sa famille, on peut le comprendre. Et donc quand un certain professeur McIntyre qui vient tout droit de l'Europe vient le voir en lui expliquant
que non il a pas rêvé et qu'il est un métamorphe et qu'il faut qu'il le suive dans les Alpes françaises pour découvrir qui il est et surtout apprendre à diriger ses métamorphoses. On peut pas dire que Tim le croit parce que justement de ce côté-là c'est très très bien fait. Encore une fois, on n'a pas à faire un personnage crédule. L'auteur ne fait pas dans la facilité, il fait pas ah bon je suis un métamorphe, ah bah d'accord ok je vous suis. Non, au contraire. Si Tim le suit, c'est uniquement pour échapper à ce flic et aux mauvais souvenirs. Et donc il va le suivre dans les Alpes françaises avec une seule idée en tête, se tirer dès qu'il va arriver là-bas. Je vous en dis pas plus, mais en tout cas donc plusieurs événements vont faire qu'il va bien être obligé de se rendre compte que au final le professeur McIntyre n'a peut-être pas menti et que en effet il y a bien une histoire de métamorphe là-dessous. L'auteur a une plume qui est extraordinaire, moi j'ai vraiment été captivée, j'ai adoré. Il est hyper documenté sur tout ce qu'il vous raconte, sur les Alpes françaises, sur la randonnée, sur le matériel, surtout. Il a réinventé tout le vocabulaire des métamorphes. En fait, il a utilisé toutes les racines grecques, alors qu'on aurait tendance plutôt à utiliser les racines latines, pour réinventer les mots, expliquer tout ça. Sa mythologie est vraiment bien expliquée, c'est hyper détaillé, c'est passionnant. Et donc évidemment, je vous en dis pas plus, mais son séjour là-bas ne va pas être de tout repos. L'institut en lui-même ainsi que ses membres vont être mis en danger. L'histoire est passionnante, elle est captivante, je vous laisse découvrir, je vous en dirai pas plus. Mais très sincèrement, j'ai dévoré ce tome 1. Les personnages sont géniaux. Tim, c'est le genre de personnage, bon, il a des défauts comme tout le monde, mais je dirais que il a 17 ans et c'est le genre de personnage avec qui vous auriez du mal à faire autrement que d'avoir envie de devenir ami. Et sinon, sur place, il va aussi rencontrer Sharif et Flora, qui sont deux autres jeunes de l'Institut. Donc Flora est beaucoup plus mystérieuse, visiblement elle aime pas parler de sa métamorphose, on a envie d'en savoir plus en fait. Plus elle nous cache des choses, plus on a envie de découvrir ce qui se passe. Et ouais, elle a aussi un côté très attachant, mais pour moi, le must dans ce livre, c'est quand même le personnage de Sharif qui a 12 ans, mais qui est à l'Institut depuis au moins 4 ans. Et qui est un personnage complètement explosif, loufoque, c'est un génie, il connaît tout, il arrive déjà à méditer pour réussir à vraiment contrôler sa métamorphose, mais la nature de sa métamorphose fait aussi que ça l'aide à être loufoque, ça l'aide à maîtriser sa métamorphose, ça aide à rendre le personnage complètement passionnant. Et je dois vous avouer qu'il m'a fait mourir de rire plus d'une fois. C'est vraiment le genre de personnage, vous prenez quand même votre petit frère, vous avez envie de le protéger tout le temps, sauf que vous allez le bâillonner parce que vous n'avez pas envie de l'entendre palabrer, philosopher toute la journée, parce que Sharif c'est un dictionnaire des citations ambulant, mais il m'a fait mourir de rire. Les personnages sont hyper attachants, ce qui fait que vous pouvez pas vous empêcher d'être à côté d'eux dans l'action et de vivre vraiment ce qui leur arrive à leur côté parce qu'ils sont attachants, parce qu'il leur arrive plein de conneries, qu'ils ont rien demandé à personne et que tout leur tombe sur le coin de la gueule comme ça, et qui vont être obligés de réfléchir et de faire preuve d'une maturité qui à la base ils sont pas censés avoir, parce que Tim a 17, Flora 15 et Sharif 12, donc ils ont même pas le droit de vivre leur jeunesse tranquille, je dirais. Mais en tout cas, ça a été un très gros coup de cœur, alors qu'à la base, les métamorphes ne sont pas mes créatures préférées, c'est pas ma créature de prédilection. Mais là, c'est un énorme coup de cœur, aussi bien pour les personnages, que pour l'action, que pour le suspense, que pour l'intrigue, que pour la plume de Vincent Villeminot. Pour moi, c'est un 100% réussite, et j'ai qu'une chose à dire, mais c'est lisez-le, foncez, franchement, je peux rien vous dire d'autre. Voilà. Donc ce sera tout pour cette première vidéo où je vous présente mes 3 premières lectures donc, du mois de juillet. J'en ai pas mal d'autres à vous présenter, donc je vais essayer d'enchaîner les vidéos assez rapidement. Et donc j'ai aussi un book haul à vous présenter parce qu'il est assez effrayant alors qu'on est rendu que mi-juillet. J'ai un peu honte, mais bon. Vous verrez tout ça dans un prochain numéro, comme on dit. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée, d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine. Ciao!